attendant la pluie. Une fanfiction Twilight par Crapule. J'ai tué 29 173 personnes. Jasper envoya la plus grande vague de calme qu'il pouvait convoquer, ce qui n'était pas beaucoup vu son état émotionnel précaire. Il devait admettre que les Cullen avaient un sacré sang-froid. Bien qu'ils puissent sentir la terreur, la colère, la tristesse et le choc colorer leurs émotions, aucun n'avait eu un réel mouvement de recul, ni ne s'était véritablement mis à grogner ou n'avait amorcé de mouvement d'attaque lors de son entrée en matière abrupte. Esmé avait émis un étrange son entre le cri et le sanglot étouffé, et Matt l'avait dévisagé avec suspicion comme s'il essayait de déterminer s'il venait ou non de faire une plaisanterie particulièrement sordide. Édouard et Rosalie avaient tressailli, se tendant à l'extrême, comme s'ils allaient bondir pour attaquer, mais étaient finalement restés parfaitement immobiles. Carlyle, lui, n'avait même pas bronché. Jasper était sincèrement impressionné par l'homme qui, alors que ses émotions étaient un chaos absolu, parvenait à afficher un air impassible. Il aurait sans doute pu démarrer plus doucement ses explications, mais il n'était pas du genre à édulcorer les choses. Et avec l'exigence d'Alice qu'il soit honnête, il n'y avait aucune bonne manière de commencer son récit. Leur livrer son palmarès d'atrocités lui semblait inévitable s'il devait dire la vérité. Alors autant débuter par ça. L'avantage était que rien de ce qu'il pourrait dire par la suite ne pourrait sonner bien pire. Quoique ça paraissait être un vœu pieux au regard de l'énormité de ce qu'il avait à confesser. Ça tiendrait du miracle si les Cullen réfléchissaient vraiment à les accueillir chez eux une fois son récit terminé. Je suis née dans un bourg à côté de Houston, au Texas, en 1844. Ma mère est morte du choléra quand j'avais 7 ans. Mon père était instituteur dans le bayou de White Oak, et il avait hérité d'un petit lopin cultivable à la mort de mon grand-oncle. Nos finances étaient plutôt chiches, mais le métier d'enseignant de mon père et les quelques légumes qu'il parvenait à faire pousser et à récolter suffisaient à notre subsistance et à celle de ma sœur cadette, née quelques mois avant le décès de ma mère. Nous possédions un vieux cheval de labour que mon père avait conservé de l'époque où il avait servi durant la Révolution texane. J'avais très jeune appris à le monter, et j'étais un bon cavalier. Mon père s'est bien sûr assuré que j'ai une instruction correcte, et bien qu'ayant arrêté l'école à 13 ans pour aller participer au chantier de construction de chemins de fer et pouvoir dégager des revenus supplémentaires pour ma famille, j'étais lettré, et avais eu accès, contrairement à la majorité de mes amis, fils d'agriculteurs, à de nombreux ouvrages traitant d'histoire, de littérature ou de politique, ce qui me donnait assez de connaissances sur divers sujets pour donner le change et argumenter avec des gens issus de la classe supérieure. Lorsque le Texas est entré en sécession, en février 1861, je n'étais plus loin de la majorité. Ma sœur venait de décéder dans des circonstances pénibles. Mon père était en deuil et la conscription pas encore en vigueur, ce qui était plutôt heureux, considérant son opinion sur ce conflit. Jasper pouvait se rappeler avec une honnêteté affolante, 89 ans après, le regard dur et hanté de son père, embrumé par l'alcool et le chagrin, alors qu'il annonçait son départ. La blague à tabac qu'il lui avait jetée comme une sorte d'étrange cadeau d'adieu et les mots qu'il lui avait lancés d'un ton las, au moment où il franchissait le pas de la porte. « Ne prétends surtout pas que tu pars combattre pour protéger tes valeurs, pour ta gloire personnelle ou pour l'honneur du Sud. Tu pars pour fuir cette maison et ne pas avoir à te souvenir d'elle. » Alors qu'il peinait à se rappeler la plupart des événements de son existence humaine et que la majorité de ses souvenirs d'enfance étaient recouvertes d'un épais voile, le visage de sa sœur, le jour de sa mort et sa dernière conversation avec son père semblaient gravés dans sa mémoire de manière indélébile. Les mots le poursuivaient aujourd'hui encore comme une malédiction. Mon père était un homme cultivé, assez progressiste pour l'époque et la région. Bien avant l'élection de Lincoln, il s'était ouvertement déclaré en faveur de l'abolition. Par temps de paix, ce type d'opinion était toléré dans les discussions de salon comme une simple faiblesse de caractère ou une bizarrerie d'intellectuel. Lorsque les États du Sud se sont peu à peu déclarés en sécession, la donne a changé. Le souvenir de ses réticences passées à propos de l'esclavage et son manque d'engagement franc en faveur de la Confédération ont attiré sur lui l'ire d'une partie du voisinage. J'ai senti que je devais essayer de redorer le blason familial, ne serait-ce que pour le protéger d'éventuelles représailles. Et j'ai annoncé à qui voulait l'entendre ma ferme intention de m'engager dans la défense de mon pays avant même d'avoir atteint l'âge légal. La vérité est que la mort de ma sœur avait laissé un grand vide et que plus rien ne me retenait à White Oak. Mes opinions sur la justesse de la guerre étaient, qui plus est, bien différentes de celles de mon père. Je ne me souciais pas réellement de la question de l'esclavage. Nous étions plutôt pauvres, comme je le disais plus tôt, et nous n'avions jamais eu de serviteurs, mais même si je n'étais pas particulièrement à l'aise avec l'idée que des hommes en possèdent d'autres,
Je n'étais pas pour autant opposé au maintien du système de servage. Je pensais que l'économie du Sud reposait trop sur l'exploitation des esclaves pour que l'abolition à un niveau fédéral signe autre chose que son déclin et ne mène à la détérioration de nos conditions de vie. Je considérais les Noirs comme des êtres inférieurs, et si je ne me réjouissais pas de leur souffrance, elles m'indifféraient. Je pensais que la fin justifiait les moyens, et j'étais parfaitement prêt à prendre les armes pour maintenir le statu quo et protéger ma patrie. Je ne suis pas fier de mes opinions de l'époque, mais je suppose que j'étais un homme de mon temps. Alors qu'il évoquait ses convictions passées, Jasper s'était machinalement levé du canapé, comme pour mettre de la distance entre lui et Alice. En vérité, autant d'années après, il ne se souvenait plus exactement quelles étaient ses motivations, même si ses justifications a posteriori lui paraissaient crédibles. Tout semblait embrumé et lointain. Il se souvenait d'un amoncellement d'éléments biographiques, mais les sensations et pensées associées étaient perdues depuis longtemps, noyées sous une purée de poids. C'était comme un vieillard relatant des souvenirs d'enfance avec foule de détails. Il avait à moitié l'impression de raconter l'histoire de quelqu'un d'autre qu'il aurait apprise par cœur. Il ne se souvenait plus pourquoi avec certitude, mais il se rappelait avoir été sincèrement séduit par l'idéal de la Confédération et avoir été méprisant et indifférent au sort de ses contemporains qu'il jugeait inférieurs. Même de son temps, en tant qu'humain, il n'avait pas été quelqu'un de bien. Il arpentait maintenant la pièce d'un air raide, continuant à parler, les yeux perdus dans le vide. Je me suis engagé dans l'armée confédérée le jour de mes 17 ans. J'avais un certain bagou, j'étais très grand, je savais monter à cheval et paraissais plus vieux que mon âge. Les recruteurs ont facilement fermé les yeux sur mon absence de convocation et m'ont directement intégré au 3e bataillon de la cavalerie. Dès les premières tâches attribuées, j'ai pu me distinguer de par mes talents en équitation et mes notions de stratégie. La Confédération en était à ses débuts, elle peinait à se structurer. La plupart de mes camarades venaient, comme moi, de milieux modestes, et très peu avaient reçu une éducation suffisante pour comprendre un plan de bataille, organiser un ravitaillement ou une évacuation de civils. J'ai été repéré par un colonel de passage, alors que j'essayais de convaincre mon supérieur de modifier légèrement sa tactique pour adopter un autre angle d'attaque. Il m'a ensuite vu combattre et a été impressionné par mon courage. Il m'a directement promu au rang de major alors que je n'avais pas encore 18 ans. Considérant le fait que mes actions me font tomber du mauvais côté de l'histoire, il est assez déplacé de me réjouir de ce fait, mais j'ai sans doute été le plus jeune major de toute l'histoire des États-Unis. J'ai, durant cette période, en tant que soldat, pu sauver de nombreuses vies, notamment celles de civils. Mais j'ai également commis des exactions, cautionné des choses inexcusables, et j'ai bien entendu tué de nombreux soldats de l'Union. Jasper se sentit frappé par une vague d'hostilité. Il s'arrêta un instant, instantanément sur le qui-vive. Il releva les yeux vers Rosalie, surpris par le foudroyant éclair de rage qui venait de poindre dans ses émotions. Ses yeux étaient glacés, mais son expression étrangement neutre, alors qu'il pouvait pourtant sentir bouillonner en elle une haine viscérale. Sur ses gardes, il décida néanmoins qu'il analyserait sa réaction plus tard, voulant poursuivre son récit au plus vite maintenant qu'il en arrivait à la partie sur sa longue participation aux guerres vampiriques. Un soir de l'été 63, alors que j'étais stationné en garnison, à Galveston, que nous avions libéré de l'occupation des hommes de l'Union quelques mois plus tôt, un groupe de 3 jeunes femmes m'a approché. Elles étaient seules, en plein milieu de la nuit, et étaient d'une beauté à couper le souffle. J'ai pensé qu'elles avaient perdu un cortège de citoyens se rendant à Houston. Je voulais leur proposer de les accompagner jusqu'à l'unité gérant l'acheminement des civils. Elles ont commencé une discussion à laquelle je ne comprenais pas grand-chose, et où elles semblaient s'amuser à mes dépens. Mon instinct me disait de me méfier d'elles, mais je l'ai ignoré, ma galanterie me poussant à refuser de considérer ces jolies demoiselles comme une menace, avant qu'il ne soit trop tard. Pas que ça aurait aidé si je m'étais enfuie. La plus jeune et la plus frêle du groupe, qui s'est avérée en être le leader, m'a abordée en me disant qu'elle s'appelait Maria. Elle a dit qu'elle espérait que je survivrais, qu'elle trouvait quelque chose de captivant chez moi et qu'elle avait besoin d'un grand et talentueux officier pour l'aider à mener sa guerre. Puis elle m'a mordu. Pendant les 3 jours de transformation qui ont suivi, j'ai cru être tombée en enfer et avoir été dévorée par les flammes. Une part de moi pensait que c'était un châtiment pour mes fautes en tant qu'homme. Quand je me suis réveillée, Maria était là. Elle m'a expliqué ce qu'elle m'avait fait et le nouveau monde qu'elle m'avait offert. Elle m'a nourrie, ce qui fut pour moi une expérience étrange et douloureuse, mais je reviendrai sur ce point plus tard. Jasper ne savait toujours pas comment aborder la question de son pouvoir empathique sans s'aliéner définitivement la paisible famille Cullen. Maria m'a raconté son histoire. Elle était mexicaine et avait été transformée avec ses parents biologiques en 1816, en plein milieu de la guerre d'indépendance, par un vampire s'étant présenté comme son compagnon. Ensemble, ils ont formé le clan de Monterrey durant quelques années, affrontant parfois d'autres vampires pour maintenir le contrôle d'une petite zone au nord du Mexique. Ils n'étaient que 4 et avaient voulu s'installer sur un territoire trop convoité. Lorsque Benito a créé la première armée connue de nouveau-nés en 1820 et s'est lancé sur sa conquête du Sud, d'autres clans ont reproduit sa technique à une moindre échelle, et le clan de Monterrey fut balayé une nuit par un couple de vampires âgés accompagnés de seulement 3 nouveau-nés. C'était en 1821.
Maria fut la seule survivante, et elle resta un moment seule, folle de chagrin, à peaufiner des projets de vengeance, n'ayant plus de raison d'être à son existence immortelle et voulant récupérer le territoire qui avait été arraché à sa famille. Lors de la purge effectuée en 1830 par Caius et l'armée des Volturi, elle était une nomade solitaire, et elle a été laissée en vie. Jasper souffla, et arrêta de déambuler, essayant de se focaliser pour retrouver un peu de sa contenance, et envoyer une petite vague de calme au Cullen, avant d'entamer une part plus dérangeante de son récit. Le monde est ce qu'il est, c'est-à-dire peu de choses. Devant les perspectives terrifiantes qui s'ouvrent à l'humanité, nous apercevons encore mieux que la paix est le seul combat qui vaille d'être mené. Albert Camus, Combat. Si vous voulez connaître la suite des aventures de Jasper, rendez-vous sur fanfiction.fr.